Le 15 mars 1850, dans le port brumeux de Saint-Malo, une jeune femme de 22 ans marchait lentement sur les pavés humides du quai. Marie-Céleste Dubois, fille d'un armateur prospère, venait de vivre sa première vision de mort. 3 jours plus tôt, elle avait vu en rêve le visage du capitaine Moreau, commandant du navire le Triomphant, se décomposer sous ses yeux tandis qu'une tempête engloutissait son bateau. Ce matin-là, la nouvelle venait d'arriver par courrier. Le Triomphant avait sombré au large de l'Irlande, emportant tout son équipage. Son père, Auguste Dubois, refusait de croire ce qu'il venait d'entendre. Sa fille prétendait avoir annoncé la catastrophe 3 jours avant qu'elle ne se produise, mais comment était-ce possible? Marie-Céleste elle-même ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Depuis son enfance, elle avait parfois des pressentiments étranges, mais jamais aussi clairs, jamais aussi précis. Cette fois, elle avait vu la date exacte, l'heure précise, et même les derniers mots du capitaine avant que les vagues ne l'emportent. La nouvelle se répandit rapidement dans les tavernes du port. Les marins, superstitieux par nature, commencèrent à murmurer que la fille Dubois portait malheur. Certains disaient qu'elle était bénie par Sainte-Anne, protectrice des marins bretons, d'autres qu'elle avait fait un pacte avec les sirènes qui hantaient les côtes rocheuses. Marie-Céleste, elle, savait qu'elle n'avait rien demandé. Ces visions lui venaient sans prévenir, toujours exactement 72 heures avant la mort. Le docteur Lebrun, médecin de la famille depuis 15 ans, fut appelé pour examiner Marie-Céleste. Il connaissait bien la jeune femme, l'ayant soignée depuis son plus jeune âge. Après un examen approfondi, il ne trouva rien d'anormal dans sa constitution physique. Son pouls était régulier, sa température normale, ses réflexes parfaits. Pourtant, quand il regarda dans ses yeux, il y vit quelque chose qui le troubla profondément. Une lueur étrange, comme si elle voyait au-delà du monde visible. 3 semaines après la mort du capitaine Moreau, Marie-Céleste eut sa 2e vision. Cette fois, elle vit Madame de Kerouac, l'épouse du préfet, s'effondrer dans les jardins de sa propriété. La vision était si nette qu'elle pouvait voir les roses blanches qui entouraient le corps, les pétales tachés de sang. Marie-Céleste hésita longuement avant d'agir. Comment prévenir une femme de la haute société qu'elle allait mourir dans 3 jours sans passer pour folle? Elle décida finalement d'envoyer une lettre anonyme, conseillant à Madame de Kerouac d'éviter les jardins et de faire examiner son cœur par un médecin. La lettre fut interceptée par le préfet lui-même qui, furieux, ordonna une enquête pour découvrir l'auteur de ce qu'il considérait comme une menace. Mais 3 jours plus tard, exactement comme Marie-Céleste l'avait vu, Madame de Kerouac s'effondra dans son jardin, victime d'une rupture d'anévrisme. Les roses blanches autour d'elle se teintèrent effectivement de rouge. Le préfet, bouleversé par la perte de son épouse et troublé par la précision de la prédiction, fit discrètement enquêter. L'écriture de la lettre fut comparée à celle de nombreuses personnes de Saint-Malo, et on finit par identifier Marie-Céleste comme l'auteur. Au lieu de la faire arrêter, le préfet demanda à la rencontrer en secret. Il voulait comprendre comment elle avait su, et surtout, il voulait savoir si elle pouvait voir sa propre mort à lui. Marie-Céleste lui expliqua qu'elle ne contrôlait pas ses visions. Elle lui venait sans prévenir, toujours la nuit, toujours en rêve. Elle voyait le visage de la personne, le lieu exact de sa mort, et parfois même les circonstances précises. Mais elle ne pouvait pas provoquer ces visions, ni les empêcher. Le préfet repartit troublé, se demandant s'il devait révéler l'existence de ce don extraordinaire ou le garder secret. La rumeur, cependant, commençait déjà à se répandre. Les domestiques du préfet avaient entendu des bribes de conversation, et bientôt, tout Saint-Malo murmurait le nom de Marie-Céleste Dubois. Certains voulaient la consulter, espérant apprendre leur destin. D'autres la fuyaient, terrifiés à l'idée qu'elle puisse voir leur mort prochaine. La jeune femme se retrouva isolée, même sa propre famille commençant à la regarder avec méfiance. L'évêque de Saint-Malo, Monseigneur Rousseau, ne pouvait ignorer plus longtemps les rumeurs qui circulaient sur Marie-Céleste. En cette année 1850, l'Église restait puissante en Bretagne, et toute manifestation surnaturelle devait être examinée avec soin. Était-ce un miracle divin ou une œuvre du démon? L'évêque convoqua Marie-Céleste pour un interrogatoire qui durerait 3 jours. Marie-Céleste se présenta devant l'évêque vêtue de sa plus simple robe noire, les cheveux strictement coiffés sous une coiffe bretonne traditionnelle.
Elle répondit à toutes les questions avec calme et précision. Non, elle n'avait jamais pratiqué la sorcellerie. Oui, elle allait à la messe tous les dimanches. Non, elle n'avait jamais invoqué les esprits des morts. Les visions lui venaient sans qu'elle les cherche, toujours pendant son sommeil, toujours exactement 72 heures avant la mort. L'évêque fit appel à 3 théologiens de Rennes pour l'assister dans son jugement. Ils testèrent Marie-Céleste de toutes les manières possibles, eau bénite, crucifix, prières en latin. La jeune femme réagit comme n'importe quelle bonne chrétienne. Mais alors qu'il s'apprêtait à conclure que son don venait de Dieu, Marie-Céleste eut une nouvelle vision, en plein jour cette fois, devant les yeux des ecclésiastiques. Elle vit le père Thomas, l'un des théologiens présents, mourir étouffé par une arête de poisson dans 3 jours. La vision fut si violente qu'elle tomba à genoux, les yeux révulsés, décrivant avec précision le repas qu'il prendrait, la taverne où il se trouverait, et même les derniers mots qu'il prononcerait. Le père Thomas, un homme robuste d'une 50aine d'années, éclata de rire, affirmant qu'il ne mangeait jamais de poisson le vendredi, jour prévu de sa mort selon la vision. Mais l'évêque, prudent, ordonna qu'on surveille discrètement le père Thomas pendant les 3 jours suivants. Le premier jour passa sans incident, le deuxième également. Le 3e jour, le père Thomas, confiant et moqueur, décida de défier la prédiction en mangeant délibérément du poisson dans la taverne exacte que Marie-Céleste avait décrite. Il voulait prouver que ses visions étaient fausses. À midi précis, comme elle l'avait prédit, une arête se logea dans sa gorge. Malgré tous les efforts pour le sauver, il mourut en prononçant exactement les mots qu'elle avait annoncés. Suite à la mort du père Thomas, l'évêque Rousseau prit une décision surprenante. Au lieu de déclarer Marie-Céleste possédée ou bénie, il ordonna que son cas soit gardé secret. Il créa une confrérie secrète composée de 5 membres triés sur le volet, chargés d'étudier et de documenter le don de Marie-Céleste. Cette confrérie, appelée les Veilleurs de l'Aube, tenait un registre détaillé de chaque prédiction. Le chef de cette confrérie était le comte de Breteuil, un homme de science passionné par les phénomènes inexpliqués. Il installa Marie-Céleste dans une maison isolée près de la côte où elle pourrait vivre en paix tout en étant observée. Chaque matin, un membre de la confrérie venait recueillir le récit de ses rêves. Chaque prédiction était soigneusement notée, avec la date, l'heure et tous les détails fournis par Marie-Céleste. En 6 mois, Marie-Céleste prédit 23 morts. Toutes se réalisèrent exactement comme elle les avait vues. Le comte de Breteuil cherchait désespérément un moyen d'utiliser ce don pour sauver des vies. Il tenta plusieurs fois de prévenir les futures victimes, mais découvrit un phénomène troublant. Quand on essayait d'empêcher la mort prédite, elle se produisait quand même, mais d'une manière différente. Un homme prévenu qu'il mourrait noyé resta chez lui le jour fatidique, mais se noya dans son bain. Une femme avertie qu'elle tomberait d'une falaise évita les côtes, mais chuta du toit de sa maison. Marie-Céleste elle-même commençait à souffrir terriblement de son don. Chaque vision la vidait de ses forces, chaque mort prédite pesait sur sa conscience. Elle maigrissait, dormait mal, sursautait au moindre bruit. Le comte de Breteuil nota dans son journal qu'elle vieillissait prématurément, ses cheveux blanchissant alors qu'elle n'avait que 23 ans. Elle suppliait qu'on trouve un moyen de la débarrasser de ce fardeau, mais personne ne savait comment faire. Un jour de novembre 1850, Marie-Céleste reçut la visite inattendue d'un vieil homme venu de Quimper. Il se présenta comme Yann Le Goff, un rebouteux réputé dans toute la Bretagne. Il prétendait que sa grand-mère avait eu le même don que Marie-Céleste et qu'elle avait trouvé un moyen de le contrôler. Il lui remit un vieux grimoire écrit en breton ancien, affirmant qu'il contenait le secret pour maîtriser les visions de mort. Le grimoire que Yann Le Goff avait apporté datait du XIVe siècle. Écrit par une certaine Marguerite de Kernogan, il racontait l'histoire de plusieurs femmes bretonnes qui, au fil des siècles, avaient possédé le don de voir la mort. Selon le texte, ce don apparaissait toujours chez des femmes nées lors d'éclipses lunaires et dont la mère était morte en couche. Marie-Céleste réalisa avec effroi que ces 2 conditions s'appliquaient à elle. Le grimoire expliquait que le don n'était ni une bénédiction ni une malédiction, mais un héritage ancien remontant aux druidesses celtes. Ces femmes servaient d'intermédiaires entre le monde des vivants et celui des morts, avertissant la communauté des dangers à venir. Mais avec la christianisation de la Bretagne,
ce rôle sacré avait été perdu, et les femmes qui héritèrent du don ne savaient plus comment le gérer. Marguerite de Kernogan avait découvert qu'il existait un rituel permettant de canaliser les visions. Au lieu de les subir passivement, la voyante pouvait choisir de voir ou non la mort d'une personne spécifique. Le rituel nécessitait 3 éléments: de l'eau de mer recueillie à marée haute, une mèche de cheveux de la personne concernée et une pierre de granit rose trouvée sur l'île de Bréhat. Marie-Céleste décida de tester cette méthode. Sa première tentative fut un échec total. Non seulement elle ne contrôla pas la vision, mais elle en eut 3 d'un coup, voyant la mort de 3 pêcheurs du port. Les 3 moururent effectivement dans les 3 jours, confirmant une fois de plus l'infaillibilité de ses prédictions. Le comte de Breteuil suggéra qu'elle n'avait peut-être pas bien compris le rituel, ou qu'il manquait des éléments dans le grimoire. Marie-Céleste passa des semaines à étudier le texte ancien, déchiffrant les passages les plus obscurs avec l'aide d'un vieux professeur de breton de l'université de Rennes. Elle découvrit alors une note en marge, presque effacée, qui mentionnait un 4e élément crucial. La voyante devait être en état de transe, induite par la fumée de certaines herbes bretonnes. Sans cet état modifié de conscience, le rituel ne pouvait fonctionner. En décembre 1850, Marie-Céleste reçut une visite qui allait changer le cours de son existence. Le maire de Dinan, M. Hervé Leclerc, se présenta à sa porte accompagné de 2 gendarmes. Son fils unique, Pierre, âgé de 17 ans, avait disparu depuis 1 semaine. La police le soupçonnait d'avoir été assassiné, mais ne trouvait ni corps ni indice. Le maire, désespéré, venait supplier Marie-Céleste de l'aider. Marie-Céleste expliqua qu'elle ne voyait que les morts à venir, pas celles déjà survenues. Mais le maire insista, affirmant qu'il avait des raisons de croire que son fils était encore vivant, séquestré quelque part. Si elle pouvait voir sa mort future, cela signifierait qu'il était vivant et qu'on avait encore le temps de le sauver. C'était un raisonnement logique qui troubla Marie-Céleste. Cette nuit-là, pour la première fois, Marie-Céleste tenta volontairement de provoquer une vision concernant une personne spécifique. Elle utilisa le rituel du grimoire avec tous les éléments requis. La transe fut difficile à atteindre, les herbes lui donnant des nausées terribles. Mais soudain, la vision vint, claire et terrifiante. Elle vit Pierre Leclerc, enchaîné dans une cave, mourant de soif dans 3 jours exactement. La vision était différente des autres. Cette fois, Marie-Céleste voyait non seulement la mort, mais aussi le lieu précis où elle se produirait. Elle reconnut les caves du château de Montmuran, abandonnées depuis 10 ans. Elle vit même le visage du ravisseur, Jacques Morvan, un ancien employé du maire qui avait été renvoyé 6 mois plus tôt pour vol. Les détails étaient si précis qu'elle put dessiner un plan exact de la cave où Pierre était retenu. Le maire mobilisa immédiatement les gendarmes. Ils se rendirent au château de Montmuran et trouvèrent Pierre exactement où Marie-Céleste l'avait vu, enchaîné dans une cave humide. Le jeune homme était affaibli mais vivant. Jacques Morvan fut arrêté alors qu'il tentait de fuir vers Nantes. Pour la première fois, Marie-Céleste avait utilisé son don pour sauver une vie plutôt que de simplement prédire une mort. L'affaire du fils du maire de Dinan rendit Marie-Céleste célèbre dans toute la Bretagne. Des familles de disparus venaient la supplier de les aider. Des enquêteurs demandaient son assistance pour résoudre des crimes. Mais Marie-Céleste découvrait que provoquer volontairement les visions l'épuisait encore plus que de les subir passivement. Après chaque séance, elle restait alitée pendant plusieurs jours, tremblante et fiévreuse. Le comte de Breteuil s'inquiétait de voir sa santé se dégrader. Il nota dans son journal que Marie-Céleste avait maintenant l'apparence d'une femme de 40 ans alors qu'elle n'en avait que 24. Ses cheveux étaient presque entièrement blancs, sa peau parcheminée, ses mains tremblaient constamment. Le médecin appelé à son chevet ne trouvait aucune maladie spécifique, mais confirmait que son corps s'affaiblissait rapidement. Une nuit de janvier 1851, Marie-Céleste se réveilla en hurlant. Elle avait eu la vision qu'elle redoutait depuis le début, celle de sa propre mort. Elle se voyait mourir dans exactement 1 an, jour pour jour, le 15 janvier 1852, à 3 heures du matin. La cause de la mort restait floue, mais elle savait que ce serait dans la maison près de la côte où elle vivait, et qu'elle serait seule au moment de mourir.
Cette révélation la plongea dans une profonde mélancolie. Contrairement aux autres morts qu'elle prédisait, elle savait que la sienne était inévitable. Toutes les tentatives pour empêcher les morts qu'elle avait prédites avaient échoué, la mort trouvant toujours son chemin. Elle avait maintenant 1 an à vivre, pas un jour de plus. Le comte de Breteuil proposa de l'emmener loin de Saint-Malo, mais Marie-Céleste savait que cela ne changerait rien. Elle décida d'utiliser le temps qui lui restait pour comprendre pleinement son don et peut-être le transmettre. Elle commença à rédiger un journal détaillé de toutes ses expériences, notant chaque vision, chaque sensation, chaque détail qui pourrait aider une future voyante. Elle écrivit aussi des lettres à sa famille, à ses amis, des lettres à ouvrir après sa mort, contenant des prédictions sur leur avenir qu'elle avait gardées secrètes. Au printemps 1851, Marie-Céleste reçut la visite d'une jeune fille de 15 ans, Jeanne Kervegan, qui prétendait avoir des visions similaires aux siennes. La jeune fille, terrorisée par ce qui lui arrivait, suppliait Marie-Céleste de l'aider. En regardant Jeanne, Marie-Céleste comprit immédiatement – cet enfant était né lors d'une éclipse lunaire, et sa mère était morte en lui donnant naissance. Le don allait continuer. Marie-Céleste prit Jeanne sous son aile, lui enseignant tout ce qu'elle avait appris. Elle lui montra comment reconnaître les signes avant-coureurs d'une vision, comment se préparer mentalement à les recevoir, comment noter les détails importants. Elle lui remit le grimoire de Marguerite de Kernogan et tous ses propres écrits. Jeanne était terrifiée à l'idée de porter ce fardeau, mais Marie-Céleste lui expliqua qu'elle n'avait pas le choix. Durant l'été 1851, Marie-Céleste eut ses dernières grandes visions. Elle prédit l'épidémie de choléra qui frapperait Saint-Malo en septembre, causant plus de 200 morts. Elle vit aussi l'incendie qui détruirait une partie du port en novembre. Ces prédictions permirent de sauver de nombreuses vies, les autorités ayant finalement accepté de prendre ces avertissements au sérieux. Des mesures sanitaires furent mises en place avant l'arrivée du choléra, limitant sa propagation. L'automne arriva avec son cortège de tempêtes bretonnes. Marie-Céleste, de plus en plus faible, ne quittait presque plus son lit. Elle continuait pourtant à avoir des visions, qu'elle dictait à Jeanne. Elle vit des morts qui se produiraient bien après la sienne, certaines dans plusieurs années. Elle les consigna toutes dans un registre scellé, avec instruction de ne l'ouvrir qu'en cas de nécessité absolue. En décembre 1851, 1 mois avant sa mort annoncée, Marie-Céleste fit venir un notaire pour régler ses affaires. Elle légua tous ses biens à Jeanne, ainsi qu'une somme d'argent que son père lui avait laissée. Elle demanda aussi qu'on construise une chapelle dédiée à Sainte-Anne sur le lieu de sa mort, chapelle qui servirait de refuge aux femmes possédant le don de vision. Le comte de Breteuil promit de veiller à ce que ses volontés soient respectées. Le 14 janvier 1852 au soir, Marie-Céleste savait que ses dernières heures étaient arrivées. Elle renvoya tous ses visiteurs, y compris Jeanne, prétextant vouloir passer sa dernière nuit dans la prière et la méditation. En réalité, elle avait une dernière chose à accomplir, quelque chose qu'elle avait caché à tous, même au comte de Breteuil. Dans sa dernière vision d'elle-même, elle avait vu plus que sa simple mort. Elle avait vu ce qui se passerait après, les conséquences de son départ, et surtout, elle avait compris la véritable nature de son don. Ce n'était pas une malédiction ni une bénédiction, mais un mécanisme de protection très ancien, mis en place par les druides pour protéger leur peuple. Les voyantes étaient les gardiennes d'un équilibre entre la vie et la mort. Marie-Céleste avait découvert dans les dernières pages du grimoire, écrites avec une encre spéciale qui n'apparaissait qu'à la lumière de la pleine lune, que chaque voyante devait accomplir un certain nombre de prédictions avant de mourir. Ce nombre était toujours de 333. Elle avait compté. Elle en était exactement à 332. Sa dernière vision, celle qu'elle aurait cette nuit, serait la 333e. À minuit, elle alluma les bougies rituelles et se prépara pour sa dernière vision. Cette fois, elle ne cherchait pas à voir une mort individuelle, mais quelque chose de plus grand. Les herbes qu'elle brûla étaient différentes, plus puissantes, des herbes que Yann Le Goff lui avait données en secret, en lui disant de ne les utiliser qu'en dernier recours. La fumée envahit la pièce, épaisse et odorante. La vision qui vint fut extraordinaire. Marie-Céleste vit non pas une mort, mais des milliers. Elle vit des guerres futures, des épidémies, des catastrophes naturelles.
mais elle vit aussi comment les avertissements des voyantes futures permettraient de sauver des vies innombrables. Elle comprit que son sacrifice et celui des voyantes avant elle servaient un dessein plus grand: maintenir un équilibre fragile entre le destin et le libre arbitre. À 2 heures du matin, Marie-Céleste commença à écrire frénétiquement. Sa dernière vision lui avait révélé des secrets qu'elle devait transmettre. Elle écrivit des instructions détaillées pour Jeanne et les voyantes qui viendraient après elle. Elle expliqua comment utiliser le don non pas pour prédire la mort, mais pour la comprendre, l'accepter et parfois la négocier. Car c'était là le véritable secret. La mort n'était pas une ennemie, mais une partenaire dans la danse de l'existence. Elle révéla que chaque voyante avait le pouvoir, une fois dans sa vie, de marchander avec la mort. Elle pouvait échanger une vie contre une autre, mais seulement si l'équilibre général était maintenu. Marie-Céleste elle-même avait utilisé ce pouvoir une fois pour sauver Pierre Leclerc. En échange, elle avait accepté de mourir plus jeune. C'était un choix qu'elle ne regrettait pas. Dans ses dernières notes, elle expliqua aussi pourquoi les voyantes voyaient toujours 3 jours à l'avance. Ce délai n'était pas arbitraire, il correspondait au temps nécessaire pour que l'âme se prépare à quitter le corps. Les voyantes ne prédisaient pas vraiment la mort. Elle percevait le moment où l'âme commençait son voyage de séparation. Cette révélation changeait tout. Cela signifiait que certaines morts pouvaient être évitées si l'âme choisissait de rester. À 3h moins 5, Marie-Céleste posa sa plume. Elle avait tout écrit, tout transmis. Elle s'allongea sur son lit, sereine pour la première fois depuis des années. Elle pensa à toutes les vies qu'elle avait vues s'éteindre, à toutes les familles qu'elle avait prévenues, à tous les mystères qu'elle avait percés. Son don avait été un fardeau terrible, mais aussi un privilège extraordinaire. À 3 heures précises, comme elle l'avait prédit 1 an plus tôt, Marie-Céleste Dubois rendit son dernier souffle. Mais au moment de mourir, elle eut une dernière vision, une vision qu'elle n'avait pas prévue. Elle se vit elle-même, non pas morte, mais transformée. Elle devenait une gardienne éternelle, rejoignant les rangs des voyantes décédées qui continuaient, depuis l'au-delà, à veiller sur les vivants. Sa mort n'était pas une fin, mais un commencement. Au matin du 15 janvier 1852, Jeanne Kervegan trouva le corps de Marie-Céleste, paisible, un léger sourire sur les lèvres. À côté d'elle, les pages qu'elle avait écrites pendant sa dernière nuit. Jeanne les lut avec stupéfaction, comprenant enfin la véritable nature du don qu'elle avait hérité. Elle n'était pas maudite, elle était choisie pour servir un dessein millénaire. Le comte de Breteuil fit construire la chapelle promise, dédiée à Sainte-Anne. Dans la crypte, il fit aménager une salle secrète où seraient conservés tous les écrits de Marie-Céleste et des voyantes futures. Cette salle existe toujours, gardée par les descendants de la confrérie des Veilleurs de l'Aube. On raconte que chaque voyante qui naît en Bretagne finit par trouver son chemin jusqu'à cette chapelle, guidée par des rêves. Jeanne Kervegan vécut jusqu'à l'âge de 67 ans, un record pour une voyante. Elle forma 3 autres jeunes femmes qui possédaient tout le don, créant ainsi une lignée ininterrompue. Elle appliqua les enseignements de Marie-Céleste et découvrit qu'en comprenant mieux le don, on pouvait vivre plus longtemps avec lui. Elle documenta plus de 1000 prédictions, dont beaucoup permirent de sauver des vies. Les registres de la confrérie mentionnent qu'en 1870, lors de la guerre franco-prussienne, une voyante formée dans la tradition de Marie-Céleste permit d'éviter un massacre en prédisant une embuscade. En 1912, une autre voyante, suivant les mêmes enseignements, tenta d'avertir les passagers du Titanic, mais ne fut pas crue. Les exemples se multiplient à travers les décennies, toujours avec cette constante. 3 jours avant, toujours 3 jours. La maison où mourut Marie-Céleste fut préservée et transformée en lieu de pèlerinage secret. Seuls les initiés connaissent son emplacement exact. On dit que certaines nuits de pleine lune, on peut encore voir une silhouette blanche à la fenêtre de la chambre où elle rendit son dernier souffle. Les pêcheurs qui passent au large affirment que cette apparition précède toujours les tempêtes, comme si Marie-Céleste continuait à veiller sur les marins bretons. Son journal personnel fut étudié par des médecins, des scientifiques, des théologiens. Aucun ne put expliquer rationnellement son don. Certains parlèrent d'hyperesthésie, d'autres de connexion avec l'inconscient collectif.
Mais ceux qui avaient connu Marie Céleste savaient que son don dépassait toute explication rationnelle. Elle avait touché quelque chose de fondamental dans l'architecture même de l'existence. Les dernières pages de son journal contenaient une prophétie particulière, scellée avec de la cire rouge, avec instruction de ne l'ouvrir qu'en l'an 2000. Quand cette date arriva, les gardiens de la confrérie découvrirent qu'elle avait prédit avec exactitude plusieurs événements majeurs du XXe siècle, mais surtout, elle avait laissé un message pour les voyantes futures. Le don évoluerait, s'adapterait au temps nouveau, mais sa nature profonde resterait la même. Voir la mort 3 jours avant n'était qu'un début. Les voyantes du nouveau millénaire auraient des capacités encore plus grandes, mais aussi des responsabilités plus lourdes. L'histoire de Marie-Céleste Dubois ne fut jamais révélée au grand public. Les autorités de l'époque, puis celles qui suivirent, jugèrent préférable de garder le secret. Trop de questions sans réponse, trop de peurs à soulever. Mais dans certaines familles bretonnes, on continue de raconter l'histoire de la jeune femme qui voyait la mort arriver. On dit que quand une femme naît lors d'une éclipse et que sa mère meurt en couche, il faut l'emmener à la chapelle Sainte-Anne près de Saint-Malo. Là, elle apprendra son destin et recevra les enseignements de celle qui fut la plus grande voyante de Bretagne. Le comte de Breteuil vécut encore 20 ans après la mort de Marie-Céleste. Il continua à documenter les cas de voyance, créant une archive impressionnante de phénomènes inexpliqués. Avant de mourir, il confia la direction de la confrérie à son fils, perpétuant ainsi la tradition du secret. Dans son testament, il écrivit que Marie-Céleste Dubois avait été la femme la plus courageuse qu'il ait jamais rencontrée, portant un fardeau que peu auraient pu supporter avec tant de grâce. L'histoire raconte que le jour de la mort du comte, une jeune voyante qu'il ne connaissait pas vint le voir. Elle lui dit qu'elle avait eu une vision. Il retrouverait Marie-Céleste de l'autre côté, et elle l'attendait pour lui montrer les secrets de l'au-delà. Le comte mourut avec le sourire, murmurant le nom de Marie-Céleste. Certains disent que c'était la preuve que les voyantes pouvaient voir au-delà de la simple mort physique, qu'elles percevaient la continuité de l'existence. Les descendants d'Auguste Dubois, le père de Marie-Céleste, prospérèrent dans le commerce maritime. Ils gardèrent toujours un portrait de Marie-Céleste dans le bureau familial, et avant chaque voyage important, ils venaient se recueillir devant. La famille prétendait que Marie-Céleste continuait à les protéger depuis l'au-delà, les avertissant des dangers par des signes subtils. Aucun navire de la compagnie Dubois ne fit jamais naufrage, un record remarquable pour l'époque. Quant à Jeanne Kervegan, elle devint la gardienne du savoir de Marie-Céleste. Elle développa les techniques de vision, découvrant qu'on pouvait non seulement voir la mort, mais aussi percevoir les moments critiques où le destin pouvait basculer. Elle forma une génération entière de voyantes, créant une tradition secrète qui perdure. Ces femmes, dispersées à travers la Bretagne et au-delà, continuent à veiller, à prédire, à avertir, suivant les enseignements de celle qui accepta de mourir jeune pour que d'autres puissent vivre. Ainsi se termine l'histoire vraie de Marie-Céleste Dubois, la fille de Saint-Malo, qui prédisait la mort 3 jours avant. Une histoire de sacrifice, de courage et de mystère. Une histoire qui nous rappelle que certains portent des fardeaux invisibles pour le bien de tous et que parfois, dans les brumes des ports bretons, on peut encore entendre le murmure des voyantes qui veillent sur les vivants, exactement 72 heures avant que le destin ne frappe.